a fait un projet de Move to Cloud. Donc on est passé d'un système on-premise SQL Server et SSAS sur du on-premise vers un système Azure avec du Synapse, du Data Factory, du Power BI. Donc fallait faire transformer la donnée sur tous ces silos-là et monter en place ce qui avait besoin d'être poussé avec Azure DevOps pour pousser les versions de manière un petit peu automatisée et de garantir l'intégrité de chaque version en termes de qualité, en termes de vélocité d'équipe. J'aime être devant un problème où quand le problème va être posé, je n'ai aucune idée de comment je vais le résoudre. Ça c'est mon plaisir, parce que du coup il va falloir vraiment que je réfléchisse. Alors attends, quelle architecture j'ai besoin? Est-ce que j'ai besoin de serverless? Est-ce que j'ai besoin de DevOps? Est-ce que j'ai besoin d'une base de données? Est-ce que j'ai besoin de Power BI ou que sais-je encore? Et du coup, le problème, je vais le décomposer dans ma tête, en discuter avec des collègues évidemment, et puis décliner ça au client et lui apporter une approche projet. Et ça, c'est mon plaisir. Alors, quand c'est en production et que le client nous dit merci, c'est le plaisir. Le DevOps, sa responsabilité, c'est de mettre en place des pipelines de déploiement pour l'équipe projet qui va arriver, qui est déjà là. Donc nous, par exemple, on a besoin de déployer du Azure Function, ça c'est le DevOps qui va faire. On a besoin de déployer du SQL, c'est lui qui va faire le pipeline. Donc nous, en tant que consultant BI, on va faire les create tables, les procedures stockées s'il y en a. Donc les pipelines de déploiement qui vont être utilisés pratiquement tous les jours par les consultants BI, ça c'est la responsabilité du DevOps. Donc il y a une grosse phase projet au démarre où il faut mettre en place tout ça. Donc par exemple, si vous faites du Azure DevOps, il y a un langage qui s'appelle le YAML. Donc, le YAML, c'est du code qui est réutilisable avec une syntaxe très particulière et qui est très utilisé. Alors, vous avez aussi quelque chose qui s'appelle Terraform, qui est fait pour popper les ressources. Donc sur Azure, on groupe les ressources dans un objet qui s'appelle groupe de ressources. Donc vous allez mettre par exemple toutes les ressources qui permettent à toutes vos bases de données, tous vos serveurs SSAS. Alors soit vous les regroupez par technique, soit vous les regroupez par service, ce qu'on appelle le data mesh. Donc nous on est plutôt en mode data mesh et en mode environnement, toutes mes ressources de prod ils sont sur un groupe de ressources, toutes mes ressources de dev ils sont sur un autre, et on raisonne par environnement et par produit. Les compétences en sécurité, est-ce qu'il faut faire des comptes de service, est-ce qu'il faut faire des services principaux, c'est quoi mes entités que je gère derrière. Ça il y a besoin de conseils à la fois du DevOps, qui aussi a des compétences en termes d'identité sur Azure, et à la fois en termes d'infra. Mais de plus en plus le data eng, il aura de plus en plus besoin de ses compétences DevOps, parce qu'on va lui demander aussi d'être capable de déployer son applicatif, non pas de manière manuelle, et de manière automatisée, et des fois vous allez être dans des contextes missions où il n'y aura pas de DevOps, il n'y aura pas de compétences DevOps pures. Donc il va falloir se retrousser les manches et Bonjour et bienvenue sur Data Academy, la chaîne dédiée à la fois aux formations et success story data. Je suis Charlotte Pimon, je suis data scientist. Avec mon amie Émilie, on a décidé de mettre en place Data Academy pour fournir des formations autour de data, mais aussi de d'autres technologies, notamment DataIQ, SQL et Git. Émilie, je te laisse te présenter. Bonjour Charlotte, bonjour Julien. Donc je suis Émilie Brenda, data ingénieure. Et comme Charlotte l'a dit, on a cofondé Data Academy pour à la fois fournir des formations de qualité, mais également recevoir chaque semaine des invités sur différentes thématiques et discuter autour de la data. Donc aujourd'hui, on reçoit Julien Fourré, un data ingénieur qui a un très beau parcours devant et derrière lui. Donc, Julien, je te remercie d'avoir accepté notre invitation et je te laisse te présenter. bonjour à toutes les deux, merci pour l'invitation et bravo pour votre chaîne. Je trouve que c'est une très bonne idée, la data se démocratise, s'évangélise chez beaucoup de personnes et c'est très bien d'avoir des personnes comme vous qui prennent du temps par rapport à ça. Donc moi j'ai un profil data ingénieur, donc j'ai commencé ma carrière il y a 15 ans maintenant, donc plutôt profil développeur au départ, plutôt Java, back-office, des choses sous Oracle, sous Unix, sous Linux. Et puis après en 2012, j'ai commencé à faire de la BI, donc côté système on-premise, sur un temps que les jeunes qui sortent d'école ne connaissent pas forcément. Mais on gérait pas, le cloud n'était pas forcément démocratisé il y a 10 ans. Et du coup, on avait des systèmes qui s'appelaient des systèmes on-premise dans lesquels on avait des instances SQL Server d'installer qui étaient managées à 100% par l'entreprise ou l'entreprise prestataire ou le consultant. Donc j'ai travaillé plusieurs années pour TF1, j'ai travaillé plusieurs années pour la Française des Jeux. Depuis 3 ans maintenant, je travaille sur le cloud, principalement sur le cloud Azure, enfin 100% sur le cloud Azure. Donc j'ai travaillé pour Buffalo Grill. Donc on a fait un projet de Move to Cloud.
Donc on est passé d'un système on-premise SQL Server et SSAS sur du on-premise vers un système Azure avec du Synapse, du Data Factory, euh, du Power BI. Donc il fallait faire transformer la donnée sur tous ces silos-là et monter en place ce qui avait besoin d'être poussé avec Azure DevOps pour pousser les versions de manière un petit peu automatisée et garantir l'intégrité de chaque version en termes de qualité, en termes de vélocité d'équipe. Donc j'étais lead tech avec la gestion d'une petite équipe d'interne, d'externe. Et puis là, depuis 2 mois, je travaille pour une autre entreprise de fast-food qui s'appelle Popeyes, qui est une entreprise qui fait du poulet frit, qui est une entreprise américaine qui s'implante petit à petit en France, qui a 5 restaurants ouverts aujourd'hui. Et on a migré la solution qu'on avait mis en place précédemment avec du Synapse et des transformations SQL natifs avec SQL vers du Snowflake et du DBT. Donc il y a toujours du Power BI. Donc bon, il y aura peut-être des questions sur l'architecture, on y reviendra peut-être. Mais voilà, plutôt profil data, même si je fais du dev, je fais du C Sharp, j'adore le langage. J'ai développé aussi plusieurs outils en C Sharp, parce que l'outillage dans la data, c'est très important pour déployer plus vite, pour tester plus vite. Et du coup, tout n'existe pas forcément en natif, et ça, c'est aussi mon petit plaisir pro de faire ces outils-là en parallèle de ma mission. Du coup, moi, j'avais pas fait une école orientée informatique, hein, comme Ouais. j'ai dit. Au début, il a fallu s'adapter au langage, parce que ce qu'on apprend à l'école n'est pas forcément ce qu'on fait ensuite en entreprise. Mais voilà, en faisant ça à 100% sur plusieurs semaines, plusieurs mois, on s'adapte, on comprend les enjeux, on comprend les problématiques du client petit à petit, hein. C'est un long cheminement, c'est un long processus. Mais plutôt, voilà, pas du tout de BI pendant 3 ans, et la BI est venue un peu par hasard, hein, par opportunité, pas par conviction au départ en tout cas. En réalité, c'est vraiment le mot enfin, qui te caractérise. Alors, s'adapter, parce que tu as dû t'adapter tout au long de l'évolution des technologies. Tu es passé enfin, du Java à la data, euh, au cloud. Et aujourd'hui, enfin, tu réussis à conjuguer toutes ces technologies-là pour différentes missions. C'est bien Mm. ça. C'est l'intérêt de nos métiers pour moi en tant que consultant. Et d'ailleurs, euh, si on parle des jeunes aussi qui potentiellement sortent d'école aujourd'hui, moi je conseille vraiment. Alors il y en a qui disent qu'il ne faut pas aller dans les ESN, que pas forcément. Voilà, mais moi je trouve que dans une ESN, on a aussi beaucoup d'opportunités de changer régulièrement de contexte, régulièrement de client. Aujourd'hui, on est dans des métiers où il faut s'adapter régulièrement à un nouveau contexte. Vous allez vous changez de client, vous pouvez passer sur Amazon, sur Google, sur des services de compute, sur des services d'analyse, sur des services de machine learning. Et à chaque fois le mot-clé, c'est l'adaptation, l'adaptabilité. Ouais. Donc c'est pour ça que les compétences qu'on a à un instant T, on peut les valoriser, il n'y a pas de problème. Mais ce qu'on faisait il y a 10 ans n'est plus valable en grande partie aujourd'hui. Ce qui reste, c'est quand même le langage. Mhm. Le langage objet va rester, le SQL va rester, ça sur toutes les missions, 100% des missions que j'ai faites, il y avait du SQL. Mais il ne faut pas avoir peur de changer de mission. Le Ouais. syndrome de l'imposteur, ça existe au départ, toujours un petit point de stress quand on change de client. Mais c'est aussi la courbe d'apprentissage, elle est très importante au départ, hein. On apprend beaucoup les premières semaines, les premiers mois, et après ça descend petit à petit, et quand on n'apprend plus rien, c'est le moment de partir. C'est bien que tu Mais parles de l'imposteur parce que je sais que c'est vraiment une thématique qui touche beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes, peu importe l'âge. Et je voudrais savoir quel est ton secret par rapport à ça? Comment est-ce que tu fais pour à chaque fois changer de mission, changer de technologie, mais réussir à braver ce challenge-là et en ressortir plus fort? alors surtout ne pas s'éparpiller dans ses efforts, parce que Ouais, sur un projet data moderne, entre guillemets, on va aller sur un cloud. Donc par exemple, je déconseille fortement d'apprendre les 3 clouds, d'accord. parce que sur Azure, il y a des centaines de services, enfin des dizaines c'est sûr. Je crois qu'il y en a à peu près 200, et les services, ils évoluent quasiment toutes les semaines ou tous les mois. Donc vraiment se focaliser sur un cloud provider, moi c'est Mhm. Azure, d'autres c'est Amazon, d'autres c'est Google, mais vraiment se concentrer sur un cloud provider. Ensuite, apprendre le langage SQL, parce que Ouais. sur quasiment tous les projets, il va y avoir du langage SQL, il y a des variantes d'un moteur de base de données à un autre, que ce soit SQL Server, Synapse, Snowflake, Access, mais le cœur du langage va rester. Exact. Moi, je conseille fortement aussi d'apprendre un langage orienté objet. Alors ça, c'est ma conviction personnelle. Parce que ce que vous n'allez pas pouvoir faire en SQL parce que c'est trop compliqué. Si vous voulez faire des traitements en parallèle avec des threads en SQL, je ne sais même pas si c'est possible. Avec un langage orienté objet, ça va être possible. Ouais. Mais de surtout pas s'éparpiller. Si vous arrivez sur un nouveau contexte, comprendre les enjeux du client, comprendre ses cas d'usage. Soit il y a des technologies en place et vraiment se concentrer sur la plus prioritaire au départ. Est-ce que c'est un langage de programmation avec des Azure Functions? Est-ce que c'est plutôt de l'analytique, plutôt autre chose? Mais vraiment ne pas vouloir tout apprendre tout de suite parce que Ouais. on a la tête qui explose et c'est pas possible de tout maîtriser quand on arrive. Donc avoir la big picture au départ, être très rigoureux dans sa méthode,
Ça, c'est prendre des notes, poser des questions, beaucoup de questions au départ. Et surtout ne pas avoir peur de poser des questions bêtes, hein, parce que vaut mieux une question bête qui aura une réponse peut-être qu'on aurait pu trouver seul, mais qu'une question qui n'est pas posée et qui posera des problèmes après en termes de temps de réalisation, des régressions. Voilà. Mais il n'y a pas de questions bêtes et d'autres peut-être se la posent et n'osent peut-être pas la poser. D'accord. Et du coup, tu as évoqué l'apprentissage de langage orienté objet. Est-ce que tu peux en citer des exemples, s'il te plaît? Le C Sharp, alors le C++, il y a quelques années, c'était. Si vous faites par exemple de l'embarqué, voilà, on sort de la data, hein, de l'embarqué, le langage qui est très puissant, c'est le C par exemple. Ouais. C'est pas de l'objet. Mais si on reste sur le monde du cloud, il y en a trois qui sont, de mon point de vue, en tête. Il y a le Java, il y a le C Sharp et il y a le Python. Le Python, aujourd'hui, qui est énormément appris à l'école. Il y a de plus en plus d'offres par rapport à ça. C'est pas un langage qui est tout jeune, hein, il a quand même du vécu et du background. Je Mais il pensais permet. que tu allais parler de Scala aussi, mais non. Alors, ce cas-là, j'en ai entendu parler, j'en ai jamais fait. Je sais que D'accord. c'est une surcouche Java Ouais. qui est utilisée dans certains notebooks, mais j'en ai jamais fait, donc je ne pourrais pas en parler. Ok. Mais c'est voilà, le Scala, je ne sais pas si on peut faire du front par exemple avec ça, alors que le C Sharp, le Java, avec des frameworks à définir, on peut en faire. Après, il y a des frameworks pour faire du front de type React ou Angular, Exact. Ouais. que je maîtrise absolument pas. Mais le monde du web a vachement évolué. Et puis, si vous faites du web, le JavaScript. D'accord. Est-ce qu'on peut revenir à la data parce que c'est vraiment ce qui nous intéresse? Oui, bien sûr. Bah, du coup, je voudrais savoir, tu as toujours été consultant pour Oui. une... Voilà. Donc, ça veut dire que durant toute ta carrière, tu as toujours été challengé. Je sais que les gens, la raison pour laquelle ils vont enfin, chez le client final, c'est parce qu'au final, enfin, au bout d'un moment, ils ont besoin de se poser. Peut-être ils veulent pouvoir faire, peut-être, enfin, avoir leur vie privée un peu plus que la vie professionnelle. Toi, comment tu as réussi à gérer ça, le challenge que tu retrouvais à chaque fois en tant que consultant et ta vie privée? Alors, je vais vous sortir un contre-exemple. Moi, j'ai un ami qui était prestataire pour une entreprise et qui s'est fait internaliser et qui pensait faire moins d'heures en tant qu'interne en Mhm. gardant le même poste et qui a fait plus d'heures en tant qu'interne. Ok. Donc c'est pas toujours vrai. C'est pas parce que vous êtes prestataire que vous allez forcément faire plus d'heures que les internes. Dans certains contextes mission, les prestataires vont avoir énormément la pression, mais c'est pas forcément une vérité générale. Il y en a qui veulent se faire internaliser pour plus de stabilité, pour voir le projet grandir sur des années, voire plus. Mhm. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Chacun voit midi à sa porte. Moi, je Tout à fait. préfère euh, rester le plus up-to-date possible par rapport au contexte mission que je vais avoir et rester en phase d'apprentissage parce que je vois aussi notre métier comme une émulation intellectuelle et j'aime être devant un problème où quand le problème va être posé, je n'ai aucune idée de comment je vais le résoudre. Ça, c'est mon plaisir parce que du coup, il va falloir vraiment que je réfléchisse. Alors attends, quelle architecture j'ai besoin? Est-ce que j'ai besoin de serverless? Est-ce que j'ai besoin de DevOps? Est-ce que j'ai besoin d'une base de données? Est-ce que j'ai besoin de Power BI ou que sais-je encore? Et du coup, le problème, je vais le décomposer dans ma tête, en Mhm. discuter avec des collègues évidemment, et puis décliner ça au client et lui apporter une approche projet. Et ça, c'est mon plaisir. Puis alors, quand c'est en production et que le client nous dit merci, c'est le plaisir ultime. D'accord. Intéressant. Et je voulais savoir, parce que justement, à travers toutes les expériences que tu as pu accumuler, on se serait dit que enfin, que tu passerais freelance ou en portage au bout d'un certain temps. Enfin, pourquoi est-ce que tu n'as pas voulu sauter ce cap-là pour avoir, parce que vraiment avec du coup l'expérience que tu as, on pourrait imaginer que ça aurait été simple pour toi de faire ça. Alors la question, c'est pourquoi aller en freelance? Donc Ouais. chacun aura sa réponse. Il y en a qui vont partir parce qu'on gagne plus. C'est un certain nombre de cas. Il y en a qui vont y aller parce qu'ils ils veulent choisir leur propre client. Il y en a aussi, j'en connais un que vous connaissez aussi, je pense, qui est aussi en freelance pour s'éloigner de Paris et avoir des clients aussi parisiens et garder un TJM parisien et être en Mm. 100% à distance. Mhm. Mais moi j'ai besoin aujourd'hui d'avoir des collègues, de faire des sorties avec eux. Alors on peut aussi faire des sorties avec des freelances, hein, mais avec d'autres freelances, mais j'ai besoin d'avoir un projet en commun, Ouais. voir régulièrement les gens avec qui je travaille, que ça soit bon le client, on peut aller aussi chez le client, mais aujourd'hui c'est pas du tout d'actualité et il n'y a pas que des avantages aussi à être freelance. Hein. Faut faire de la prospection commerciale, il faut s'occuper de la partie administrative, évidemment s'occuper de la partie financière. Euh, et voilà, aujourd'hui je suis très bien dans ma boîte, donc c'est pas du tout d'actualité. D'accord. D'accord. Juste pour préciser, quand on est freelance, on peut tout à fait avoir aussi des collègues. Ça dépend du choix qu'on fait, comme tu l'as dit. Parce que si on est en full remote, bien évidemment, on ne verra pas des collègues, mais
quand on est chez le client, on peut aussi partager Oui, bien des sûr. moments, des afters. Mais là, je parlais plus des collègues de ma boîte. Mais voilà, Ouais. Ok. pour l'instant, c'est pas. Enfin, il y en a plusieurs qui m'en parlent, mais c'est pas. Voilà, aujourd'hui, quand je suis bien, le bien-être au travail, c'est quand même important. Et Mm. aujourd'hui, c'est la priorité et de progresser aussi, Mm. surtout. Est-ce qu'on peut parler en termes de salaire, d'avantages salarial quand on a autant d'expérience dans sa carrière? Est-ce que tu peux nous donner une fourchette d'évolution entre la période où tu as été développeur Java, puis quand tu as commencé à monter en compétences en data et aujourd'hui? Alors, je peux vous dire mon salaire d'embauche, je vous dirai pas mon salaire aujourd'hui. Ok, Moi, donc en 2008, j'ai démarré, j'étais à peu près à 35. Donc, c'était la d'accord. fourchette classique à Ok. l'époque. Donc, j'avais fait une école classique. C'était pas le top du top à l'époque. Mais entre ceux qui avaient fait des très grandes écoles et ceux qui avaient fait des écoles classées normales, il n'y avait pas beaucoup d'écart. Peut-être 2 kilos à l'année, ce qui n'est pas énorme. Mm. Après, le marché de l'emploi a beaucoup évolué. Quand je suis devenu data ing, après j'ai changé 2 fois d'employeur. Hein. Donc, quand vous changez d'employeur, vous faites un gap de salaire. Mhm. Et puis à partir du moment où vous passez sur le cloud, à partir du moment où vous faites de la data, particulièrement de la data ing, à partir du moment où vous faites un petit peu de programmation orientée objet, que vous êtes ouvert au DevOps, vous n'avez pas peur de changer, Ouais. l'employeur le valorise et vous avez des augmentations qui sont substantielles. Et aujourd'hui, clairement, j'ai pas du tout à me plaindre. Et au-delà du métier passionnant, le salaire il suit derrière. En tout cas, je parle pour ma paroisse et ceux que je connais aussi qui sont en termes de data ingénieurs, ils ont des salaires qui sont plus que corrects aussi. Est-ce qu'on peut parler de l'ordre des 100 000 cas ou Non, 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 Ok, non, non, non. Là, d'accord. ceux qui sont à 100K sont plus que bien payés. Non, non, c'est bien. Je voudrais qu'on parle des architectures que tu as pu retrouver dans différents projets. Donc, architecture data, quels sont les différents outils et comment est-ce qu'ils sont interconnectés entre eux. Donc, ça veut dire qu'est-ce qu'on va retrouver en termes d'input, s'il y a des ETL, qu'est-ce qu'on va retrouver et en termes d'output aussi. Alors, on va surtout parler d'Azure. On va laisser tomber l'aspect on-premise qui est plus trop d'actualité. Mais globalement, vous allez avoir une zone bronze avec un Ok. data lake. Donc c'est un espèce de, enfin fonctionnellement c'est comme un gros répertoire avec plein de sous-répertoires à l'intérieur, dans lequel vous allez stocker vos fichiers bruts, enfin vos données brutes, Mhm. sous forme CSV, XML, Parquet, Avro, JSON. Nous on fait beaucoup de JSON chez mes 2 clients respectifs. Et du coup, ça c'est la première zone qu'on appelle la zone bronze. Ensuite, vous allez ensuite mettre ça en base de données, donc plutôt sur une zone qu'on va appeler silver ou staging pour ceux qui ont fait du on-premise. Donc on Mhm. va aplatir le fichier JSON. Donc après, il y a plein d'outils pour pouvoir faire ça. On va pouvoir faire ça potentiellement avec Data Factory. On va pouvoir faire ça avec du serverless et du Python, du C Sharp, un langage customs. On va pouvoir faire ça avec du Snowflake. Donc ce qui est intéressant, c'est cette architecture-là, on va la retrouver sur plein de projets. La question, c'est quel outil on prend à chaque fois pour faire ça. Et c'est Exact. ça qu'il faut se poser comme question à chaque fois. Donc ça, c'est le silo qu'on va avoir sur une base de données. Donc à vous de choisir si on prend du Synapse, du Snowflake, du SQL Server en mode pass dans Azure. Ça c'est pareil, c'est un choix stratégique à discuter avec le client et ou les architectes projets quand il y en a, parce qu'il y en a pas toujours. Ouais. Ensuite, on va plutôt avoir une zone gold. Donc là, les données vont être affinées et préparées pour l'analyse. Donc ce qu'on appelle des tables de fait et des tables de dimension, un modèle en étoile. Mhm. Euh, donc ça, il faut voir qu'est-ce qu'on a besoin en termes d'analyse. Est-ce qu'on veut analyser du chiffre d'affaires? Est-ce qu'on veut analyser des quantités de produits, un nombre de restaurants, un nombre de services, un nombre de collaborateurs, des heures de travail planifiées, réalisées, que sais-je encore? Qu'est-ce qu'on veut analyser vraiment? Et à partir de là, le consultant BI, il va vous monter les tables de fait et les tables de dimension. Et après, on va généralement plugger un petit Power BI et monter ce qu'on appelle un cube, dans lequel on va monter les formules en DAX, Ouais. donc avec des petits calculettes pour ceux qui font du DAX. Donc on va monter par exemple le chiffre d'affaires avec des séparateurs de milliers, avec 2 chiffres après la virgule, avec le caractère euro à la droite, enfin tout à droite, Mhm. le chiffre d'affaires cumulé depuis le début de l'année, ce genre de choses. Donc, et on va avoir des axes d'analyse, par restaurant, par magasin, par collaborateur, par commercial, enfin que sais-je encore. Et le client, il aura plus qu'à plugger son rapport là-dessus, enfin son ou ses rapports, pour pouvoir partager à sa population cible, qui est une population de commerciaux, de collaborateurs d'un service, etc. Et du coup, l'idée, c'est d'automatiser tout ce que je viens de dire Ouais. avec un ETL qui peut être Data Factory, qui peut être autre chose encore, et d'avoir une prod qui tourne sans aucune action humaine quand il n'y a pas de problème. S'il y a un problème système source, il peut y avoir des plantages, quelle qu'en soit la nature. Et après, c'est à vous de mettre une supervision pour voir tout ce qui se passe de bout en bout de la chaîne, combien de temps durent les traitements, quels sont les Ouais. traitements les plus longs, combien ça coûte, est-ce que je peux pas rationaliser en éteignant des services,
Enfin, voilà, tout ça, c'est pas une fois que c'est mis en production qu'il faut que j'attende qu'il y ait un problème. Il faut tout de suite être réactif. Et c'est comme si vous avez une usine où vous fabriquez des voitures, bah, vous avez plein d'indicateurs un peu partout pour voir Ouais. est-ce qu'il y a des coulots d'étranglement. Et tout ça, ça se travaille et c'est pas uniquement dès que c'est en production et on attend que ça se passe et il n'y a plus besoin de consultants parce que ça, c'est pas vrai. Est-ce que tu as déjà réussi à travailler sur un projet from scratch avant la mise en production? Et combien de temps est-ce que ça prend pour aboutir à une mise en production dans ce cas-là? Le projet qu'on a fait Move to Cloud pour mon premier client, on partait de from scratch. Donc la D'accord. souscription dans Azure, hein, c'est la première entité que vous créez pour vous créer ce qu'on appelle un tenant, un Active Directory derrière, un annuaire d'entreprise. Bah là, on est parti from scratch. D'accord. Et du coup, ça prend combien de temps pour pouvoir mettre en production? Ça prend des mois, hein. Ouais, tout à fait. Si c'est un projet Move to Cloud où vous avez un système qui est complexe en premise et que vous avez des centaines de tables, ou voire plus, bah forcément c'est plus long que si vous avez deux tables de fait qui se battent en duel. Mais parce que ce qui est très intéressant sur un projet enfin, Move to Cloud ou from scratch, euh, c'est qu'il y a tout à construire et du coup on va faire intervenir plein de compétences sur un projet de cette nature. Donc d'abord il faut monter le tenant, ensuite si vous faites un move to cloud, il va falloir montrer des passerelles réseau, qu'on appelle par exemple des express routes. Bon, j'en parlerai pas trop longtemps parce que c'est pas moi qui ai monté ça et mes connaissances sont très limitées sur le sujet, mais globalement vous allez devoir faire des passerelles sur plusieurs réseaux. Ouais. Et ça, c'est plutôt les équipes infra qui le font, hein, c'est pas au consultant BI de faire ça. Le Mhm. consultant BI, à partir du moment où il y a son infra qui a été popé, c'est à lui de remplir son data factory avec ses pipelines, de remplir ses processeurs stockés si c'est en processeur stocké, et de récupérer la donnée avec un ETL que j'ai cité tout à l'heure. Mais un projet simple, ouais, ça va prendre plusieurs mois, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire, avec plusieurs personnes à plein temps, hein, j'entends bien. D'accord. Et est-ce que tu as déjà travaillé avec un seul outil? Parce que les gens, ils se disent souvent que quand on fait de la data engineering, on travaille avec mille et un outils, mille et un outils. Mais est-ce que tu as Non, déjà travaillé avec deux, trois, vraiment que des très peu d'outils et réalisé le non, taf tout rapidement? non, non. Non, non. Bah alors après, ça dépend, c'est quoi votre. Enfin, là, je vous ai décrit un petit peu l'architecture standard que je vois à date. Alors, encore une fois, je ne suis pas depuis 10 ans sur le cloud, donc je ne pourrais pas vous parler de 50 architectures. Mhm. On est en train de mettre en place, enfin, on a mis en place une architecture aussi chez mon client actuellement, qui est aussi un peu à part, peut-être on pourra y revenir aussi après. Mais globalement, vous allez potentiellement besoin d'avoir un SSMS, donc c'est SQL Management Studio, pour vous connecter à une base de données, alors qui ne marche pas sur Snowflake par exemple. Mhm. Si vous connectez sur Snowflake, bah, vous allez être en web pour envoyer les requêtes. SSMS, ça ne marche pas sur Snowflake, enfin, en tout cas pas à date. Mais il n'y a pas un seul outil. Vous avez les outils de développement, vous allez peut-être faire du Visual Studio Code. Si Ok. vous du Python et que vous voulez pousser du code dans les applications de fonction sur Azure, vous allez utiliser ça. Mhm. Moi, j'utilise un peu moins Visual Studio Code, mais ça viendra quand je ferai du Python. Mais j'utilise plutôt Visual Studio, parce que j'en ai fait depuis plus de 10 ans maintenant. Donc, pour faire des projets, des clients lourds, des clients légers, Visual Studio, c'est vraiment pas mal. Et il y a tout un tas de plugins, enfin, un gestionnaire de package Nuggets pour le C Sharp qui est très très puissant et vraiment, c'est librairie, hein, c'est comme NPM pour PowerShell. Euh, mais il n'y a pas qu'un seul outil. Il y a les outils de dev que je viens de citer, il y en a Ouais. d'autres, Eclipse pour ceux qui ont fait du Java. Après SSMS, après si vous voulez vous connecter au Data Lake, ça va être plutôt Storage Azure Explorer. Peut-être vous avez utilisé si vous faites de l'Azure. Ouais. Mais il n'y a pas qu'un seul outil. Après il y a le portail Azure. Mhm. Azure.portal.com ou portalazure.com, je ne sais plus. Mais vous vous y connectez et vous faites beaucoup de choses ici. Les requêtes SQL, vous pouvez les envoyer directement sur le portail et vous faites beaucoup de choses à partir de là. Et puis Azure DevOps, évidemment, mais c'est du web aussi ça. Et Git, indispensable. Un Ouais. gestionnaire de code source absolument fondamental. D'ailleurs, c'est absolument fondamental d'avoir ça et il ne faut pas partir dans du code tant que vous ne connaissez pas les commandes de base type push, pull, commit, ce genre de choses et j'en passe c'est les meilleurs. Un petit Tortoise Git, je fais de la pub pour cet outil-là qui est vraiment très simple. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un exe ou un MSI que vous installez sur votre poste. Vous faites clic droit sur un dossier et du coup il va vous proposer en graphique les commandes que vous pourriez faire en invite de commande et ça évite de se rappeler des commandes qu'on ne fait pas très souvent. Et c'est plutôt bien fait et ça permet de synchroniser des fichiers par rapport au serveur, par rapport à ce que vous avez en local, de mettre des petites couleurs sur ce que vous avez add, ce que vous avez modifié et pas encore commit. Il va vous les mettre en rouge et ce qui est synchronisé, ce qui est en vert. Donc Tortoise Git, c'est pas mal. D'accord. On retient ça. Du coup, moi, j'ai une question par rapport à la différence entre un data engineer et un DevOps. Est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre ces deux types de profils et sur un projet, comment ils arrivent à travailler de façon synchronisée? Comment ça se passe en fait? Alors je vais prendre l'exemple des projets Move to Cloud qu'on a fait. Le DevOps, sa responsabilité, c'est de mettre en place des pipelines de déploiement pour l'équipe projet
qui va arriver, qui est déjà là d'ailleurs. Donc nous, par exemple, on a besoin de déployer une Azure Function, ça c'est le DevOps qui va faire. On a besoin de déployer du SQL, c'est lui qui va faire le pipeline. Donc nous, en tant que consultant BI, on va faire les create tables, les procédures stockées s'il y en a. Le DBT, c'est pareil, nous on a utilisé DBT sur notre projet qu'on a mis dans un conteneur, donc l'équivalent de Docker pour ceux qui connaissent, qui font de la conteneurisation locale. Du coup, cette partie conteneurisation de DBT et push dans le cloud, tout ça c'est un consultant de chez nous qui l'a fait. Et donc les pipelines de déploiement qui vont être utilisés pratiquement tous les jours par les consultants BI, ça c'est la responsabilité du DevOps. Donc il y a une grosse phase projet au démarre où il faut mettre en place tout ça. Donc par exemple, si vous faites du Azure DevOps, il y a un langage qui s'appelle le YAML. Donc le YAML, c'est du code qui est réutilisable avec une syntaxe très particulière et qui est très utilisé. Alors j'ai pas fait de GitHub, mais je crois que c'est aussi du YAML. Et du coup, si demain vous avez un autre client, vous avez un autre projet, vous allez pouvoir réutiliser ce code YAML et le dupliquer pour cet autre client. Vous n'allez pas repartir from scratch. Il y a un processus graphique aussi sur Azure DevOps, mais si vous changez de client, il faudra tout refaire depuis zéro. Donc le YAML, c'est peut-être un peu plus compliqué. Alors c'est pas vraiment du dev, mais on va rentrer au niveau des blocs déclaratifs. Et voilà, le DevOps, c'est vraiment des compétences particulières. Vous avez aussi quelque chose qui s'appelle Terraform, qui est fait pour popper les ressources. Donc sur Azure, on groupe les ressources dans un objet qui s'appelle groupe de ressources. Donc vous allez mettre par exemple toutes les ressources qui permettent toutes vos bases de données, tous vos serveurs SSAS. Alors soit vous les regroupez par technique, soit vous les regroupez par service, ce qu'on appelle le data mesh. Donc nous on est plutôt en mode data mesh et en mode environnement. Toutes mes ressources de prod ils sont sur un groupe de ressources, toutes mes ressources de dev ils sont sur un autre et on raisonne par environnement et par produit. Par exemple si vous avez des tables de faits qui concernent les ventes, vous allez avoir un produit, un groupe de ressources qui s'appelle prod vente. Bon bref, ça je pourrais en parler aussi longtemps mais je m'arrête là. Et du coup, le DevOps, il est indispensable pour éviter de faire des choses en manuel. Et il est indispensable aussi de temps en temps pour accompagner l'équipe de dev. J'ai un pipeline qui tombe en erreur, moi je ne l'ai pas fait, je ne comprends pas trop comment ça se passe. Aide-moi, peut-être si j'ai besoin de rajouter une fonctionnalité ou deux sur un pipeline que tu as fait, donne-moi des conseils, accompagne-moi, forme-moi. Et le DevOps, il peut être là de temps en temps, de manière ponctuelle, pour faire un audit, pour vérifier que tout tourne bien, dans les temps, etc. Donc le DevOps, il va travailler à la fois avec les équipes infra, qui vont mettre les passerelles, comme je disais tout à l'heure, avoir des compétences en termes de sécurité qu'un consultant BI n'aura pas dans son entièreté. C'est des compétences en sécurité, ce qu'il faut faire des comptes de services, est-ce qu'il faut faire des services principaux, c'est quoi mes entités que je gère derrière. Ça, il y a besoin de conseils à la fois du DevOps, qui aussi a des compétences en termes d'identité sur Azure, et à la fois en termes d'infra. Mais de plus en plus, le data eng, et je termine là, le data eng, il aura de plus en plus besoin de ses compétences DevOps, parce qu'on va lui demander aussi d'être capable de déployer son applicatif, non pas de manière manuelle, et de manière automatisée, et des fois vous allez être dans des contextes missions où il n'y aura pas de DevOps, enfin pas de compétences DevOps pures. Donc il va falloir se retrousser les manches et y aller. Donc c'est pas toujours simple, parce que les sujets sont très divers, mais c'est ce que je trouve passionnant dans nos métiers, c'est que il y a un problème, on le traite et on essaie de le résoudre, quoi. Donc après c'est un peu plus long que s'il y a quelqu'un qui connaît et qui a déjà fait, mais il faut aussi se retrousser les manches, tout n'arrive pas tout cuit dans la bouche, quoi. Et de plus en plus, on se rend compte qu'il y a deux doctrines qui se confrontent dans la data. Il y a ceux qui vont dire quand on travaille uniquement avec des ETL, qui sont finalement des blocs de code, des structures qu'on va juste drag and drop. Et en fait, on fait pas vraiment de la data parce que, en tout cas, on fait pas du développement big data. Tandis qu'il y a d'autres qui diront à quoi ça sert de travailler avec des langages quand on a justement ces outils-là qui sont nés pour nous faciliter la tâche. Toi, tu es dans quel cas? Tu préfères, je te positionne à quel niveau? Ce débat-là, il est pratiquement sans fin, c'est des discussions sans fin. C'est comme ceux qui sont fans de Linux et qui critiquent Windows, et ceux qui sont fans de Windows et qui critiquent Linux. Ouais. Chacun voit midi à sa porte. L'avantage que je vois à faire un ETL, c'est que à quoi ça sert de faire du code spécifique si le bloc natif le fait? Exact. C'est un temps de développement supplémentaire. Maintenant, parfois, le bloc natif est plus performant, parfois il ne l'est pas. Mais c'est le cursus coût d'utilisation, coût de développement, robustesse, évolution. Et c'est ce triptyque là qu'il faut se poser à chaque fois comme question. Mais pour moi, si on utilise un ETL, il faut se poser la question qu'est-ce que peut faire l'ETL? Il ne le fait pas, je fais du spécifique. Ouais. Et après, on essaie de trouver des architectures les plus souples possibles, parce que nous, ce qu'on essaie d'avoir dans ma boîte, c'est le principe de la conteneurisation. Aujourd'hui, on est sur Azure, avec une architecture plutôt en service pass, donc le Synapse qu'on utilisait avant. Demain, si je veux passer sur du Amazon, alors c'est pas du tout l'actualité, mais si demain mon client dit je veux passer sur Amazon
sur Google, bah, demain, je suis dépendant de mes services parce qu'ils sont customisés sur Azure. Ouais, Si demain, on fait de la conteneurisation, bah, un programme, un exécutable, il va tourner dans un conteneur sur Azure. C'est très facile, enfin relativement facile de le porter. En tout cas, plus facile que le porter sur un service PaaS. exactement. Donc, D'accord. euh, donc bon, on est en train de réfléchir à ces architectures-là. On a déjà fait des choses par rapport à ça. Et on essaie d'être le plus novateur possible et d'essayer d'être un peu différenciant et de proposer des choses plus souples. Et le but, c'est d'avoir l'architecture la plus efficace où les traitements se finissent le plus vite possible et qui coûtent le moins cher au client. D'accord. Et avec du recul, est-ce que le Julien d'il y a 15-20 ans aurait pu imaginer que la data aurait un tel impact dans le monde de l'emploi? Est-ce que c'était prévisible ou finalement Bon, c'est... après, alors je sais pas vous, quand vous êtes sorti d'école, mais moi j'avais pas forcément, enfin j'avais pas du tout de conviction sur le marché de l'emploi. Ma seule D'accord. conviction c'était, parce que initialement j'avais fait une dominante télécom, donc rien à voir. Mais Mhm. quand j'ai vu que 9 offres de stage sur 10 étaient dans l'informatique, je me suis dit j'ai pas trop envie de galérer, j'ai été dans l'informatique. Mais c'était plus parce qu'il y avait plus d'offres là que par intérêt et par conviction en me disant bah tiens il y a la data qui va arriver dans pas longtemps. Mm. Moi le big data, bon les concepts étaient déjà là, mais à l'école on parlait pas du tout de big data dans mon école à l'époque. Donc non, non, le Julien, quand il est sorti d'école, il était un peu perdu, il savait pas trop ce qu'il allait faire, il était noyé sous la technique et rétrospectivement, la productivité que j'avais à l'époque, elle était vraiment pas terrible. Voilà, et il faut savoir être patient aussi quand on démarre, parce que la phase de transition entre école et entreprise, elle n'est pas facile. Mais s'il y en a qui sont visionnaires et qui savent vers quoi bon, il y a la data science, hein, on en parle beaucoup, ChatGPT et autres. Mais il y a peut-être un outil qui va révolutionner encore plus fort que ChatGPT, je sais pas. Mais non, à l'époque, personne pouvait. Il y avait pas de cloud. Quand moi je suis arrivé, il y avait quasiment pas de cloud, hein. Enfin, on était tous sur des systèmes on-prem. Ouais. Et bien. Enfin, c'est impossible de prédire l'avenir. Impossible. Sauf en data science. Et du coup, aujourd'hui, Julien, quels sont les outils que tu conseillerais à des jeunes qui souhaitent soit s'orienter vers du data engineering ou vers de la BI? Quels sont Mm. les outils que tu préconises? Donc, Git, parce que quelle que soit la nature du projet, il y aura besoin. SQL, quel que soit le projet, il y aura une base de données. Alors ensuite, choisir son moteur de données. Moi là, j'ai goûté à du Snowflake. Je suis très très fan du Snowflake, donc je conseille Snowflake. Mais sur Azure, il y a des moteurs de base de données qui marchent aussi très bien. Il y a un outil qui s'appelle Fabric qui vient de sortir aussi côté Microsoft, qui est pour l'instant pas en général availability, donc qui n'est pas encore grand public, qui peut être, qui conseille pas pour mettre en production, enfin, voilà, mais qui potentiellement aussi va avoir des performances très intéressantes à tester, à poker dans un premier temps. Et puis après, en outil de data vise, Power BI. Alors moi, j'ai pas fait de tableau, j'ai pas fait de ClickSense ou des choses comme ça, Mhm. mais chez quasiment tous les clients sur une période récente, il y avait du Power BI. Tous les clients depuis Français des Jeux, il y avait du Power BI. Et je conseille vraiment le service. Donc il y a des choses de plus en plus qui arrivent au niveau du service Power BI. Il n'y a pas que la vise, hein. Ouais. Mhm. Il y a aussi la transformation de données avec du langage M, avec du Power Query. Et il y a énormément de choses à faire avec l'API aussi. Je conseille alors moi je conseillerais plutôt du C Sharp de vue de ma fenêtre, mais de ce que je vois du marché, du Python. Si vous n'avez pas envie de faire du web, alors je sais qu'avec Python et certains frameworks on peut faire du web, mais je suis pas persuadé Exact. que ça soit Exact. très répandu et que ça soit très conseillé. Ouais. Euh, il y a des choses qui peuvent faire, enfin c'est pas parce qu'on arrive à faire un site web qu'il va être vendu à un client. Non, mais on a quand même des bons frameworks comme Django, comme Flask, qui nous permettent de réaliser des sites web Ouais, ouais. assez confortables. Ouais. Mais, euh, mais ouais, Python comme langage. Donc Python, SQL ou C Sharp. C Sharp, on va quand même faire beaucoup de choses avec. Git, Power BI, voilà, c'est les outils. Mais commencez d'abord par Git, gestionnaire de D'accord. configuration. Faites-vous un petit GitHub, vous allez pousser des choses, même simples, hein, des petits fichiers SQL pour faire de la transformation. Faites-vous des choses, montez-vous une base de données en local. Montez-vous, si vous faites du Snowflake, vous avez un trial d'un mois. Vous avez plusieurs centaines d'euros de crédit, enfin c'est en dollars, je ne sais plus combien c'est exactement, mais sur un mois ça suffit largement. Ouais. Et Snowflake c'est très bien documenté, c'est de mon point de vue très facile à prendre en main, enfin plus facile que d'autres moteurs de base de données que j'ai vu avant. Et voilà, les performances sont tellement bonnes. Et il y a beaucoup de plugins, il y a un plugin qui permet de se connecter avec Power BI d'ailleurs, mais sûrement avec d'autres outils de vise. Donc Snowflake je conseille vraiment. Et d'ailleurs, juste pour ouvrir enfin, une petite fenêtre, Data Academy propose justement des formations en Git, en Python, en SQL, en Power BI bientôt.
Donc voilà, n'hésitez pas. Si vous avez besoin de l'accompagnement, écrivez-nous, que ce soit sur LinkedIn, directement en commentaire via nos vidéos, et on vous répondra, on vous orientera vers les meilleurs, enfin, vers nos sites web.